Histoire de train pas comme les autres. Première partie, la voie ferrée étroite du CFA, Arze-Colombéchard, avec la Rafale et l'Inox. 1857, un arrêté ministériel du 4 février prévoyait la création d'un réseau de chemins de fer en Algérie. Le premier programme consistait en une voie principale parallèle à la mer et en voie perpendiculaire rattachant cette voie aux principaux ports. 1871, la ligne Oran-Alger, 426 km, est ouverte par une compagnie Paris-Lyon-Marseille, PLM. Elle passait par Périgueux. Chemin de fer algérien CFA, Arze-Périgueux, Colombéchard jusqu'en 1962. Les chemins de fer ont joué un rôle majeur dans la vie économique des cités desservies. Le développement de Colombéchard est dû en grande partie à ce train qui roulait sur une voie métrique unique. L'écartement des rails était de 1,055 m, l'écartement normal étant de 1,44 m. 1879, la ligne Arze-Saïda, 212 km, qui transitait par Périgueux, est ouverte. Un décret du 29 avril 1874 déclarait d'utilité publique l'exécution d'un chemin de fer d'Arze à Saïda, avec prolongement sur Géryville, capitale de l'Alpha, aujourd'hui El Bayadi. Cette concession était accompagnée des privilèges exclusifs de l'exploitation d'Alpha sur une surface de 100 000 hectares de terrain d'Alpha, moyennant un droit fixe de 15 centimes jusqu'à 100 000 tonnes et 25 centimes pour chaque tonne supplémentaire. C'est donc une entreprise industrielle et agricole qui a provoqué la construction de cette ligne. 1881, la ligne s'allonge de 43 km jusqu'au Créder, puis de 137 km jusqu'à Mecheria, premier affrontement sanglant du Tchèque Bouamama avec les troupes françaises au sud d'Ain-Sefra. Le deuxième affrontement eut lieu près de Xar Tchelala, dans les monts Ksour, 60 tués et 22 blessés côté français. Les insurgés coupent les fils du télégraphe et tuent de nombreux employés espagnols de la société franco-algérienne. Les autorités françaises vont pourchasser Bouamama, contraint de se retirer dans la région de Figuig au Maroc. Cheikh Bouamama, né en 1833 ou 1840 à Figuig au Maroc, mort le 7 octobre 1908 à Oujda au Maroc. De 1880 à 1904, Bouamama sera en résistance infligeant de lourdes pertes aux forces françaises. 1882, les troupes françaises pourchassent Cheikh Bouamama sur le sol marocain, mais il contre-attaque, ce qui occasionne des pertes humaines importantes. La ligne fut prolongée par l'autorité militaire de Saïda à Mecheria et réservée sur ce tronçon à la troupe jusqu'en 1885, date à laquelle le public civil fut admis. 1887, la ligne atteint Ain Sefra. Le colonel Luyauté, dont la tâche était d'assurer la sécurité, adopta le chemin de fer pour ses déplacements et utilisa une voiture salon qui devint son PC roulant. Ainsi, on comprend mieux pourquoi toutes ces gares sont fortifiées afin de protéger les populations locales des attaques de Cheikh Bouamama. De nombreuses tombes de cheminots jalonnent la voie métrique. Un drôle d'accident ferroviaire survenu en février 1903 sur la ligne de chemin de fer qui en Algérie reliait le petit port d'Arzeu dans le département d'Oran au terminus de Colombéchard dans le Grand Sud. Mon grand-père paternel, Joseph Célestin Amadeuf, après un apprentissage d'ajusteur, devint mécanicien de locomotive sur l'itinéraire cité plus haut. Il tenait un cahier sur lequel il enregistrait le brouillon des rapports qu'il faisait à ses supérieurs lorsqu'il rencontrait un problème pendant son service. Je vous lis un rapport plutôt inattendu adressé à son supérieur. Monsieur l'inspecteur de traction de Saïda, j'ai l'honneur de vous informer que conduisant le train 74 de ce jour, en arrivant au kilomètre 491-800, j'ai écrasé un chameau qui se trouvait à 5 mètres et qui, ayant pris peur, a tenté de traverser la voie, a été tamponné et est passé sous la machine. Par suite de cet accident, j'ai eu les tringles des purgeurs faussées et occasionné le déraillement de 5 wagons dont voici la nomenclature. Les 2 wagons placés derrière n'ont pas déraillé. Le 3e wagon I-268, déraillé des 4 roues. Le 5e IF-864, déraillé des 4 roues. Le 6e I-300, déraillé des 4 roues. Le 7e LF-2288, déraillé des 4 roues. Le 8e L-1702, déraillé des 2 roues. J'ai perdu 21 minutes pour remettre les wagons sur rail. Il n'y a pas eu d'accident de personne ni avarie au wagon. 28 février 1903.
L'élu d'Algérien, M. Roger Léonard, gouverneur général de l'Algérie, a présidé aux cérémonies du cinquantenaire de Colombe Béchard en inaugurant le monument érigé sur la Grand Place à la mémoire de Lyautey. Les fêtes populaires ont ensuite marqué de leur accent pittoresque l'anniversaire de la fondation de la Cité du Sud, porte avancée du désert. 1917, découverte de charbon à Kenazza, le gisement se trouve à une vingtaine de kilomètres de Colombe Béchard. L'année suivante, la voie étroite y est arrivée. Plus tard, en 1937, d'autres affleurements de charbon permirent l'ouverture des mines de Béchar-Jedid. Kenazza était une mine modeste qui produisait avant 1940 100 tonnes par jour en raison notamment de la faible épaisseur des veines, mais le périmètre s'étendit jusqu'à Abdallah et Béchar. Les mines sont fermées depuis l'indépendance de l'Algérie. La production en 1943 était de 76 000 tonnes à Kenazza et 12 600 tonnes à Béchar-Jedid. L'implantation d'une usine électrique a permis un développement important de cette région. C'est l'histoire d'un train, la Rafale. Origine du nom, la Rafale. Ce nom semble avoir été donné par les militaires revenant d'Indochine et affecté ensuite au Sahara. Entre 1947 et 1954, les militaires d'Indochine, groupés pour des raisons de sécurité en convois de 2 à 5 rames les trains qu'ils faisaient circuler dans Rafale, à vitesse réduite, 30 km/h, entre Saïgon et Mongman, 180 km, et Mongman et Natrang, 236 km. C'est ce type de convoi ferroviaire qui fut appelé la Rafale. L'article du Net précise que c'est le 5e génie qui était chargé de la remise en état des ouvrages d'art sabotés. Nous partions de la gare d'Oran avec le train régulier Oran-Alger. En 1 heure, nous étions descendus à Périgueux où nous passions la nuit. On prenait la Rafale de Périgueux à Colombe Béchard, environ 650 km. On effectuait ce parcours en 2 jours. Le lendemain matin, départ très tôt afin de passer les gorges de Mascara de nuit pour éviter les tirs du FLN. La montée se faisait à moins de 20 km/h. Cette deuxième journée nous permettait de faire Périgueux à Nsefra, environ à 400 km en une bonne douzaine d'heures. Nouvel hébergement nocturne dans des baraquements d'une caserne. Enfin, le 3e jour, et après environ 250 km, nous arrivions dans nos conforts respectifs à notre destination finale, Colombe Béchard. Nous étions à la porte du Sahara, et j'allais oublier la restauration, je plaisante, car nous avions des boîtes de rations à déguster froides. Lors des arrêts, nous étions nombreux à acheter des gâteaux et des boissons aux petits vendeurs, qui nous remerciaient au moment du départ par des jets de pierre. Un train que l'on n'oublie pas quand on a eu l'occasion de voyager à bord. Description de la Rafale. 2 ou 3 wagons plats avec des sacs de sable, dispositif anti-mine. Ensuite, 1, 2, voire 3 locomotives diesel, joliment décorées de plaques de tôle faisant office de blindage, parsemées de nombreux impacts de balles qui pouvaient servir à l'aération des moteurs. Ces locomotives diesel électriques permettaient de tracter l'ensemble du train à des vitesses proches de 30 km/h sur le plat. Ensuite, nous avions des wagons de marchandises qui devaient transporter du matériel et autres marchandises. La troupe voyageait dans les wagons à bestiaux avec une inscription sur chacune des portes coulissantes. Hommes 32, chevaux en long 8. Pour les chevaux, il y avait de la paille. Pas pour la troupe. Il y avait eu des incendies de wagons avec des mégots mal éteints. De toute manière, dans la journée, nous étions nombreux sur les toits de ces wagons.
Il y avait sur certains tronçons une ouverture de voie afin de détecter les mines. Cette voie a connu de nombreux sabotages. Après l'indépendance de l'Algérie, juillet 1962, les autorités algériennes ont interdit la Rafale pour le transport de la troupe. Nous devions tous voyager dans l'inox et nous pouvions nous prélasser sur de confortables banquettes en bois. Les trains de voyageurs, au temps de la vapeur, mettaient 21 heures pour rejoindre Oran depuis Colombéchar. En 1948, avec les locomotives diesel, la durée de trajet était réduite à 17h30. L'inox. Ce train rapide mettait une journée pour relier Périgueux à Colombéchar, environ 650 km. Autorail diesel de Dietrich de 1947. Histoire de train pas comme les autres, deuxième partie, la voie ferrée du Mer-Niger. 1910, premier tronçon ferroviaire reliant Oujda au Maroc à Magna, ex-Marnia en Algérie, ce qui permettait de rejoindre Oran via Tlemcen et Sidi Bel Abbès. 1914, la découverte d'un gisement de manganèse à 300 km au sud d'Oujda rend souhaitable la construction d'une voie ferrée. Passons les étapes où l'on songe à une voie ferrée de 60 cm puis de 1 mètre. 1931, la section d'Oujda à Berkant, Aïn Beni Matar est ouverte. Il s'agit d'une voie ferrée normale de 1,44 m. 1934, prolongement de la voie ferrée jusqu'à Bouarfa. Cette ligne permet le transport du minerai de manganèse vers le port de Nemours, Gazawet, en Algérie, via Oujda. 1941, un décret du 22 mars du gouvernement de Vichy a adopté une loi qui autorise le début de la construction du réseau ferroviaire transsaharien suivant les projets de 1928. Il s'agit du Méditerranée-Niger qui deviendra le Mer-Niger. La ligne de 165 km entre Bouarfa et Colombéchar sera achevée le 8 décembre 1941. 1941. Dans le cadre des accords franco-américains, Murphy-Vaughan, le constructeur américain Caterpillar, livrera tous les engins nécessaires à la construction de la ligne, dont de nombreuses remorques, grues, tracteurs et 12 locomotives. Une entreprise du Portugal livrera les traverses. 1941. La fourniture de rails sera assurée par la France en déposant la même longueur de rails, environ 200 km, Bouarfa à Kenadza. Le petit Parisien appelle à la solidarité avec l'Afrique du Nord, alors que dans les régions du Sud, notamment à Mirepoix, on explique aux gens que cette récupération d'acier, c'est pour faire de l'armement.
1941. La main-d'œuvre hérite des ouvriers des CTE, compagnies de travailleurs étrangers, ainsi que des internés des camps de la métropole. Le Niger dispose de 1000 travailleurs étrangers, dont de nombreux juifs, de 2000 travailleurs espagnols et de 2000 travailleurs nord-africains. Les conditions de travail sont déplorables, l'avancement des travaux s'en ressent. À la mi-juillet, 40 km de voies ferrées sont posées à Bouarfa et seulement 4 km côté Colombéchard. 8 décembre 1941, inauguration du Maire Niger, film de propagande de Vichy, très contesté, surtout après la guerre. M. Berthelot, secrétaire d'État aux communications, va inaugurer le premier tronçon du Transsaharien. Partant d'Alger par Colombéchard, Adrar, Regan, Bidon 5, Thessalie, une ligne se dirigera par Tombouctou vers Bamako. Une autre par Gao vers Niamey. Bientôt, le chemin de fer traversera le Grand Ergue, que nous survolons en ce moment. Et voici Kenadza, tête de ligne du Méditerranée-Niger. Kenadza qui commande le bassin houillé du Haut-Cuir, dont la production peut suffire à toute l'Afrique du Nord. Colombéchard, déjà relié maintenant à Oujda, premier tronçon du gigantesque travail, 3500 km de rails, pour lesquels une dépense de 4 milliards a été prévue. Pendant 7 ans, 5000 ouvriers et techniciens, luttant contre les éléments et les obstacles qu'accumule le désert, vont donner, mètre par mètre, la vie aux Transsahariens. La France, blessée, se refuse à ne travailler que pour l'heure présente et se reprend à penser à l'avenir. La gomme, le coton, les arachides, le bétail, le riz de ces contrées pourront alors être transportés en des temps records vers l'Europe. Le Niger, source de richesse de cette partie de l'Afrique française, ne sera plus, une fois le chemin de fer construit, qu'à 4 jours de la Méditerranée. Le Transsaharien est une œuvre à laquelle toute la France est attachée. C'est, selon les mots de l'amiral Platon, un acte de foi dans l'avenir de notre pays et dans le destin de notre empire. 1942. Prolongement vers Kenadza, 21 km. Pour Vichy, c'est l'occasion d'approvisionner la France avec le charbon qui manque cruellement à ce moment-là. Le charbon sera transporté par train jusqu'au port de Nemours, Gazaouet, en Algérie. Les bateaux déchargeront le charbon à Sète ou à Marseille. 1942, autorail reliant Alger, Oujda, Colombéchard jusqu'au kilomètre 47 et retour à Alger. Il s'agit d'une propagande de Vichy. Réalisation impériale. L'autorail à gazogène a fait son apparition en Afrique du Nord, où il permettra de maintenir des liaisons vitales. Transportant 50 personnes, cet autorail a tout d'abord réalisé la remarquable performance de relier Alger à Tunis en 17 heures avant de se diriger vers le point extrême du Transsaharien. Colombéchard. Après Colombéchard, c'est en plein désert la traversée de la piste des Méharis et l'arrivée au kilomètre 47 du dernier tronçon en construction du Méditerranée-Niger. Puis voici le retour. La machine se comporte admirablement et c'est à l'heure dite l'arrivée à Alger. Les personnalités officielles sont venues féliciter les techniciens grâce à qui a pu être réalisé ce voyage de 4500 km.
1945-1946. À la libération de la France, le Mer-Niger termine la liaison entre Bouarfa et Kenadza, soit 160 km. Sur les 2000 km prévus à travers le Sahara, il n'y aura que 62 km de rails posés. Le prestigieux projet de Vichy se révèle un échec total. Après la libération, le gouvernement provisoire termine les travaux avec des prisonniers allemands et italiens jusqu'au barrage d'Abaldla, soit 36 km de plus. 1949, une mission envoyée par le ministère des Travaux publics clôt définitivement le dossier du Transsaharien qualifié de non-sens. Prolongement de la voie ferrée Oran-Colombéchar via Oujda au Maroc. Prolongement de la voie ferrée afin d'arriver au-delà d'Abaldla, 10 km plus au sud, juste au bord de l'Oued Guir, ce qui permettait de desservir Amaguir. Travaux effectués par la première compagnie du 5e génie fin 1958. Train de voyageurs Mer-Niger, Oran-Colombéchar, film de 1954. Cet autorail ne partait pas d'Oran, mais de Oujda au Maroc. Ceux qui venaient d'Oran devaient changer de train à Oujda. Pour des raisons de sécurité et de rentabilité, cet autorail a été retiré du service en 1954. Ligne d'Oran à Colombéchar, la plus longue du Sahara, avec ses 800 km, la compagnie des chemins de fer algériens vient de mettre en service un matériel ultramoderne qui permettra de réduire de moitié le délai du voyage. Les nouveaux trains légers tirés par des motrices de 1000 chevaux possèdent des wagons couchettes et offrent aux voyageurs dans toutes les classes un confort particulièrement appréciable dans cette longue randonnée à travers le désert. Entre les rives de la Méditerranée et la grande oasis du Sud, il n'y aura plus désormais que l'intervalle d'une nuit de repos. L'exploitation du Mer-Niger sera essentiellement le transport du charbon de Kenadza. En 1953, les expéditions représentaient environ 7500 tonnes mois, soit 2 trains par semaine. Ces transports étaient assurés par la Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental. Les services voyageurs ont toujours une place marginale. En 1941, des autorails de Dietrich assurent un service hebdomadaire entre Oujda et Colombéchar. Après l'indépendance de l'Algérie, les conflits algéro-marocains de 1963 et 1976 ont modifié le système hérité de la période française. La voie au sud de Bouarfa est abandonnée et la liaison avec Colombéchar coupée. Le port de Nemours n'est plus accessible. Le Maroc a aménagé le port de Nador pour ses propres exportations et l'a relié par une voie ferrée qui rejoint Taouré. Les relations tendues entre le Maroc et l'Algérie auront des répercussions importantes sur l'activité du Mer-Niger. Il cessera officiellement de fonctionner le 31 décembre 1962. La ligne du chemin de fer du Méditerranée-Niger desservait Colombéchar en passant par Oujda. 90% des canettes de bière de la BAO et une grande partie du carburant pour tous les transports suivaient ce chemin. Tout le ciment qui a servi à construire les pas de tir d'Amaguir, où le socle de la base atomique de Reagan est passé par cet itinéraire. Les trains qui circulaient sur cette ligne étaient tirés par des machines Baldwin, des chemins de fer marocains. Les mécaniciens étaient marocains. Le personnel d'accompagnement était des cheminots du Mer-Niger.
Cette ligne se poursuivait sur Kenazza et Bidon 2, uniquement pour la desserte des mines de charbon, et sur Abada pour des trains mixtes charbon et voyageurs. La gare du Maroc, dans le Béchar d'aujourd'hui, n'existe plus. La ligne a été déposée. Par contre, la population actuelle a conservé le nom gare du Maroc pour désigner ce lieu. Extrait des trains pas comme les autres, Philippe Gougler, France 5. Une petite voie ferrée, toute seule, dans le silence du désert. Ça, c'est beau, ça. Alors, en fait, qu'est-ce qu'elle fait là, cette voie ferrée? La réponse, elle est juste en face, là. Elle est là pour la mine. Les Français avaient construit cette voie dans les années 40 pour transporter ce minerai de manganèse jusque vers les ports. Aujourd'hui, la mine de manganèse ne fonctionne plus. C'est un monde abandonné. Mais la voie ferrée, elle, est restée en vie. La mine a été transformée en un site de chargement de barytine, un minerai utilisé notamment dans le nucléaire et l'industrie pétrolière. Le train fait le lien entre Bouarfa, dans le Sahara, et le nord du pays. C'est la ligne, l'embranchement qui part vers l'Algérie, qui a été construit à l'époque aussi par les Français pour relier l'Algérie à l'Atlantique via le Maroc. Et vous voyez, c'est tout ensablé parce qu'en ce moment, ça ne sert pas en raison des relations un peu difficiles qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie. Il n'y a plus de trains qui circulent en ce moment. Vous voyez, regardez, il y a plein de cailloux, ça ne sert pas. Et c'est vraiment très très beau, hein. Vous voyez. Et donc vous, votre boulot, c'est intervenir quand il y a du sable? Oui. Et vous êtes dans le train en permanence, rien que pour ça? Oui, c'est notre boulot. Dans tous les trains qui traversent le désert, il y a une équipe qui est là pour désensabler. Il faut faire attention à quoi quand on enlève le sable? Il faut faire attention surtout aux scorpions et puis aux serpents, il peut y en avoir.